Je voudrais dire merci à vous, gens de la classe, qui avez fait le tour de la province pour sensibiliser les gens à ce qui se passait, pour qu'on se rencontre et puis que tout marche dans un seul but en ce moment, c'est que la paix sociale soit rétablie et que Jean Charest soit dehors le 4 septembre. Merci. Qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe pas? Qu'avez-vous fait de mon pays qui n'existe plus? Il y a vraiment de quoi se questionner quand on réfléchit à une grève qui vient tout juste de se terminer, et surtout dans de telles conditions, ici au Québec. Cette citation que vous venez de lire, provenant de l'école de la Montagne Rouge, principale pourvoyeuse de l'image léchée de la grève étudiante de 2012, et tirée de son texte d'adieu, révèle que pour un vaste ensemble, tout ceci ne constituait qu'un bref intermède entre le travail à venir, les études et les loisirs. La grève leur a fait vivre des palpitations et le frémissement des turbulences. Elle a aussitôt fait de reprendre cette vie, aussi rapidement qu'elle est apparue, dès que l'adrénaline fut retombée. Les forces de la reddition, les idéologues, les grands amiraux de cette contestation qui tenaient la barre du navire en toute tranquillité, sans compter tous les autres qui se sont contentés d'acquiescer, de collaborer ou de simplement jouer le jeu. Toutes ces personnes apparemment si bien intentionnées de prime abord ont échoué, il faut le dire. On dirait que presque personne ne s'en rend compte. Trop habitué à se faire marcher sur les pieds, on se console avec le mirage d'une petite victoire à très court terme, oubliant qu'il ne s'agit que d'une mince bataille dans le contexte d'une guerre sociale faisant rage depuis si longtemps. Au moins, que les discours soient clairs, que ces gens-là cessent de nous faire miroiter les lendemains qui chantent d'un tranquille réformisme. Au 10 août, à quelques journées de la canicule sociale promise avec véhémence, ces images nous révèlent la tentative de serrer les rangs, pour donner l'illusion d'une unité sans faille où se répondent pêle-mêle sociodémocrates péquistes, socialistes de la 4e internationale, communistes libertaires, réformistes confus, révolutionnaires conquis par la grande messe de cette mise en scène bien huilée. Sans oublier les artistes en constante quête de promotion afin de mousser l'inestimable honnêteté dont se pourfend leur si importante carrière. La base réelle de leur unité, pour l'écrasante majorité, c'est en fait la question nationale, bien plus que la question sociale. Mais ça, ils vous le diront une autre fois, dans un autre de ces spectacles loufoques. Des voix dissidentes auraient pu s'exprimer en regard des différents courants politiques en présence, mais pas un mot de travers n'a été prononcé. Tout y est lisse, harmonieux, pacifié, contrôlé, magnifié. Pas de doute, nous sommes en présence d'une propagande soigneusement planifiée. Rien qui ne puisse permettre aux spectateurs et aux spectatrices de comprendre ce qui différenciait les uns et les autres, puisque de toute façon, rien de tel ne devait paraître ainsi. La classe parlait d'une seule voix. Il fallait encore que cette voix se cristallise dans un corps, un visage, un point fixe monopolisant l'attention générale. Voici un film fait avec l'icône du mouvement, celle du porte-parole répandant la bonne nouvelle parmi le monde blessé, habillé de blanc, s'adressant à ses apôtres. Il nous annonce qu'il s'en va. Peut-être monte-t-il au ciel étoilé, lui aussi, au firmament d'un vedettariat patiemment et méticuleusement acquis. Personne ne nous fera croire l'inverse, s'il vous plaît. Il s'est inscrit dans l'histoire pour qu'on se souvienne de lui, revisitant par la même occasion le répertoire de mai 68 et ses slogans vieux de plus de 40 ans. C'est une pièce de théâtre à laquelle nous avons été conviés ce soir-là. Lui joue le roi, nous les sujets. Et comme toutes les têtes couronnées de ce monde, il exagère et idéalise ce qu'il représente pour mieux incarner la lutte, pour renforcer son statut. Écoutez-le prêcher tel un prophète l'avenir messianique qui se profile à l'horizon. Tous et toutes ce temps, nous avons dû faire face à la violence du système. Je n'ai pas été une exception. Le temps est venu pour moi de m'effacer. Le temps est venu pour d'autres de prendre la place. Ce n'est pas un abandon, c'est un changement de rôle. C'est un changement de rôle, mais il s'en trouve déjà dans l'espace public
pour crier à l'essoufflement du mouvement. Pour dire que je quitte parce que le mouvement faiblit. Mais c'est que ces gens confondent leur désir avec la réalité. Le mouvement... La démocratie directe, dorénavant, n'est plus enfermée dans les campus des cégeps et des universités. Elle est reprise partout au Québec, je l'ai vu. Nos idées ne sont plus marginales, elles sont sur toutes les bouches et on en parle, en bien ou en mal. La résistance n'est plus le fruit d'une infime minorité. En ce printemps, je me suis découvert comme faisant partie d'une jeunesse qui refuse la vente aux enchères de ses institutions et de sa souveraineté. Monsieur Charest, nous ne voulons plus de votre monde qui meurt. Reprenez vos écoles marchandises et votre économie destruction. Déjà, nous ne parlons plus votre langage. Maintenant, c'est nous qui parlons et nous avons la tête remplie de mots d'avenir. Justice, égalité, liberté, écologie, solidarité. Rassurez-vous, Monsieur Charest, les images de ce printemps n'entoureront pas longtemps votre esprit. Car bientôt, très bientôt, elles seront remplacées par des accomplissements bien plus grands encore. Nous redonnerons le Québec à lui-même, celui que vous avez défait pour des piles d'argent, sorti de lui-même dans les mines du Nord et vendu à Talisman Energy. Nous reconstruirons les solidarités que vous avez détruites. Nous réconcilierons les peuples que vous avez séparés. Nous embellirons tout ce que vous avez enlaidi. Nous donnerons du repos à tous ceux et celles que vous avez épuisés. Nous redonnerons à ceux et celles que vous avez volés. Monsieur Charest, votre règne est déjà terminé. Et quant à nous, nous avons tendu grand la voilure et le vent nous souffle. Nous sommes arrivés à ce qui commence. Merci. Ouf, c'est lourd. Ce n'est pas là qu'il informera la foule que lorsqu'une camarade en poste à la classe se retrouve en prison, il choisit de l'appeler pour lui demander de démissionner afin de ne pas ternir l'image de l'organisation ou bien la sienne. Drôle de retournement de situation aujourd'hui, lui qui a dû faire face aux tribunaux avec la précieuse aide de la charité du petit peuple. Petit, d'accord, mais petit bourgeois. Ceux et celles qui n'ont pas ces moyens deviennent des statistiques pour gonfler le poids de ses arguments devant les journalistes. Attaquer avec violence le visage de cette grève n'est pas le propre d'un discours de gauche en ces temps hostiles à la critique. La piètre dichotomie politique dans laquelle se fourvoient les imbéciles de droite comme les mystificateurs de gauche, cette gauche qui cherche tant à se faire accepter sur le terrain de la droite, empêche d'y voir plus clair dans le ciel nuageux des luttes sociales. Tout n'est pas si simple, si enfantin. Si vous êtes choqué par cette agressivité envers le porte-parole, c'est la preuve évidente de son angélisation. On n'insulte pas un ange, c'est un blasphème. Le public se réfère à Bertolt Brecht à coups de slogan, mais ce dernier en aurait honte de ses spectateurs applaudissant pour tout et n'importe quoi. Ce public ne participe en ce moment à rien d'autre qu'un éternel grand cirque, placé là comme sujet de sa propre aliénation. Il se laisse impressionner par la tenue de ses beaux discours, et s'étonne de leur fluidité, de l'argumentation et du charisme de quelques-uns. Quelle surprise, quelle jeunesse! Elle sait parler. Les gens sont désorientés par la capacité d'un individu à argumenter et à polémiquer un tant soit peu. C'est parce qu'eux-mêmes n'en ont jamais l'habitude, ou si peu, et que la plupart sont effrayés par cet inconnu. Le public ignore également que le message qui est transmis à ce moment précis du spectacle, c'est que la grève est terminée et qu'il faut sauver les apparences, que les élections arrivent à grands pas et que rien ne sera fait pour les contrarier, que Gabriel Nadeau-Dubois quitte avant la tombée du rideau parce qu'il sait très bien ce qui s'en vient, lui comme l'état-major. C'est la grande catharsis finale, la tragédie qui s'achève là, dans ce théâtre de la rue Sainte-Catherine. Nous voyons ces mêmes personnes, quand elles ont eu recours aux mélodies qui transportent l'âme hors d'elles-mêmes, remises d'aplomb comme si elles avaient pris un remède et une purgation. C'est à ce même traitement, dès lors, que doivent être nécessairement soumis à la fois ceux qui sont enclins à la pitié et ceux qui sont enclins à la terreur, et tous les autres qui, d'une façon générale, sont sous l'empire d'une émotion quelconque, pour autant qu'il y a en chacun d'eux tendance à de telles émotions. Et pour tous, il se produit une certaine purgation, et un allègement accompagné de plaisir. Or, c'est de la même façon aussi que les mélodies purgatrices procurent à l'individu une joie inoffensive, nous expliquait déjà Aristote il y a plus de 2300 ans.
Tout ce beau monde, après le bal de fin de soirée, est retourné très vite à la maison. Heureux d'avoir été présent à ce pseudo-moment historique où l'avenir s'est mué en leur propre corps, en ce nous dont ils peuvent être fiers, ce peuple québécois qui renoue avec son identité et sa nation. Ce sont les nationalistes qui ont gagné cette bataille, et tous les xénophobes et autres identitaires qui marchent avec le Parti québécois. Tant que le drapeau du Québec flottera au-dessus des sempiternels manifs, tant qu'on nous bassinera avec les mêmes discours plus que centenaires sur le rôle historique de l'État-nation, rien ne changera vraiment. Seules quelques pièces de ce vieux puzzle s'interchangeront en portant tous les faux espoirs qui bercent les idéalistes, portés au nu par un discours teinté d'idées réactionnaires, camouflées sous de belles prétentions humanistes. Sans critiquer le caractère bourgeois de l'État, et donc sans rompre avec les illusions identitaires héritées des différents colonialismes, une transformation en profondeur du monde qui nous entoure s'avère impossible. Pour les prestidigitateurs de la classe, leurs discours sont courus par un public hypnotisé, leurs textes sont pensés et écrits par une intelligentsia plus ou moins dans l'ombre, leurs attachés de presse font jouer le cellulaire comme le revolver. Le rêve leur a permis de croire avec béatitude que la puissance de leur organisation était le synonyme de sa vitalité démocratique, sa justesse idéologique et son futur rempli d'un espoir tout à fait judéo-chrétien. Le libéralisme qu'ils combattent les garde à distance du propre libéralisme qui les affecte eux et elles, au travers de toute leur organisation. Certaines personnes, à la vue de ces images et à l'écoute de ce texte, exprimeront leur profond dégoût. La critique est trop sévère, injuste, violente. Elle ne propose rien, sauf une impudeur intransigeante, servie sur le plateau d'un nihilisme verbeux aussi hautain qu'inutile. Toutes ces personnes se heurteront de plein fouet à la forme et ne chercheront pas à comprendre pourquoi quelqu'un parle de cette façon, avec tant d'amertume, de déception et même de cynisme. Il doit bien y avoir une raison. Ce n'est pas de la violence gratuite. Toute violence porte en elle un sens qui la pousse à se manifester. Je préfère être cynique spontanément, sans malice. Voici donc à quoi ressemble cet anticapitalisme miné par ses contradictions, elle-même niée dans le but de promouvoir une unité d'apparence et qui, tout le monde peut le constater aujourd'hui, n'était qu'une illusion orchestrée dans le cadre de la stratégie adoptée par la classe à ses sbires lors de la grève. Tout cela était très fragile, car les idées l'étaient tout autant. C'est un anticapitalisme de pacotille, terme fourre-tout qui ne veut plus rien dire ou si peu, à l'image d'un concept fumeux comme la diversité des tactiques, elle-même relevant la plupart du temps de l'absence de stratégie, reléguée à la micropolitique de minuscules groupes d'affinités, au réseau et à une décentralisation à l'excès qui répudie toute planification, toute tentative de recréer les conditions d'un engagement politique radical au sein d'organisations auto-organisées, évoluant au cœur de nos milieux de vie, au cœur du capital. La base critique consiste à rompre avec cette forme de politique que nous avons expérimentée durant ce mouvement social, après avoir compris pourquoi on ne pouvait plus la cautionner après une telle lutte. Un leader qui, de par son statut acquis aux dépens des autres, peut rassembler en moins de temps qu'il n'en faut près de 50 000 $, alors même que plusieurs criminalisés sont quasiment abandonnés à leur triste sort, ce leader-là, dans sa fonction, doit être dépassé, jeté aux oubliettes, floché dans les toilettes de l'histoire. Lui et la logique organisationnelle qui le sous-tend. Tant qu'un mouvement social estimera sa présence nécessaire, et tant que celle-ci sera valorisée et célébrée de façon si grandiloquente, ce mouvement sera mort-né. Et les consciences les plus fragiles penseront qu'au contraire, ce statut acquis par le biais de moyens aliénés l'est aux dépens du système, qui n'aurait jamais voulu se voir dérangé par un Gabriel Nadeau-Dubois. Mais le caractère pervers de cette société
est justement de reproduire dans le camp qui est le nôtre les conditions de l'aliénation, en sachant exploiter habilement les contradictions, même celles d'un discours aussi radical se prétend-il en apparence. Il est ainsi très facile de se faire prendre à son propre jeu, mais bien plus difficile de savoir le reconnaître, et encore plus de trouver les moyens d'un véritable dépassement, d'une offensive réelle. Ce film n'est pas une proposition sinon qu'il invite à réfléchir à ces enjeux avec toute la profondeur que cela mérite, et avec le temps aussi. Tout pouvoir qui ne tolère que nos faiblesses doit être détruit. Nous n'avons pas peur des ruines, nous sommes capables de bâtir aussi, disait jadis un révolutionnaire tombé sous le couperet des autoritarismes du siècle dernier. Une fois le vomi sorti, il est inutile d'essayer de le ravaler.